Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de votre journal. Les forces de sécurité éthiopiennes accusées d'exactions par Amnesty International. Dans un rapport d'enquête, l'ONG indique que des crimes ont été commis contre les populations des régions d'Oromia et Amhara sous couvert de lutte antiterroriste. Et depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre et Nobel de la paix, Abiy Ahmed. L'inquiétude monte à Madagascar au sujet de la loi de finances rectificative, alors que la LFR 2020 doit être présentée à l'Assemblée nationale le 3 juin prochain. Le texte est toujours en cours d'examen. Les acteurs de la société civile réclament plus de temps pour la valider. Et au Tchad, la lutte contre le Covid-19 s'intensifie pour limiter la prolifération du virus en milieu rural. Plusieurs initiatives privées agissent de concert avec les autorités locales pour sensibiliser les populations et venir en aide aux plus démunis. Mais avant de développer ces titres, la lutte contre le terrorisme enregistre une nouvelle victoire en Égypte. L'armée a annoncé avoir éliminé 19 terroristes dans des opérations ciblées. Dans une déclaration filmée et publiée sur les réseaux sociaux, les forces de sécurité égyptiennes s'épanchent sur l'élimination de 3 terroristes extrêmement dangereux et 16 autres grâce à des opérations menées dans les airs mais aussi sur terre. Si les opérations ont également permis la saisie de matériel militaire, l'armée égyptienne déplore néanmoins des morts et des blessés des suites de ces assauts. Le régime du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, nommé Nobel de la paix, cacherait-il une réalité plus sombre? C'est en tout cas ce qu'avance Amnesty International dans un rapport d'enquête publié le 29 mai. L'ONG évoque des exactions des forces de l'ordre dans les régions de l'Oromia et de l'Amhara, des exactions au nom de la lutte antiterroriste. Juijonomenio. L'Éthiopie dans le viseur d'Amnesty International. L'ONG de défense des droits de l'homme a dévoilé vendredi 29 mai dans le quotidien anglais The Guardian les résultats de son enquête sur les exactions commises par les forces de sécurité du pays depuis l'arrivée au pouvoir en 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed. Les forces de sécurité de l'Oromia sont une combinaison de l'armée éthiopienne, de la police régionale et d'une milice locale. Elles agissent ensemble et depuis longtemps, mais personne n'a été tenu pour responsable. Et puis, il est difficile de croire que les autorités fédérales n'étaient pas au courant, étant donné la gravité de ces crimes. On ne peut pas déplacer 10 000 personnes pour les enfermer dans un camp militaire et dire ensuite que c'est un acte ou un incident isolé. Nommé prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a séduit à l'international par sa volonté de refonder le pays. Fait historique du régime de cet ancien des services secrets, le dégel des relations avec l'Érythrée voisine après des décennies de crispation. Mais face aux communautés oromo et qui mentent respectivement de l'Oromia et de Amhara, le ton du régime serait, selon l'enquête, moins pacifique. Les Oromos manifestent depuis très longtemps par rapport à leur terre et en face, le Premier ministre qui essaie de régler ce problème ethnique. Mais il faut savoir que ce problème dure depuis 60 ans et en 2 ou 3 ans, 4 ans de pouvoir, même avec un prix Nobel, il va être difficile pour ce Premier ministre-là de le faire. Le gouvernement fédéral éthiopien n'a pour l'instant pas donné de réponse à cette publication et n'a d'ailleurs pas répondu aux multiples sollicitations d'Amnesty International. Un silence inhabituel pour un pays pourtant très médiatisé et dont les élections législatives arrivent à grands pas. Ces dernières doivent en effet se tenir en août 2020, du moins si la pandémie de Covid-19 le permet. La loi de finances rectificative 2020 accuse du retard à Madagascar. Alors qu'elle doit être présentée à l'Assemblée nationale ce mercredi, le texte est toujours en cours d'examen. Un retard qui, du côté de la société civile, suscite l'inquiétude. Les organisations liées au suivi budgétaire réclament entre autres plus de temps pour pouvoir l'étudier et identifier les montants octroyés à la lutte contre le Covid-19. Kamesh Katapoulé et Ange Bijonomenio. À Madagascar, le gouvernement peine à soumettre la loi de finances rectificative 2020 à l'Assemblée nationale. Cette loi, qui vient modifier le budget de l'État voté en 2019, est toujours en cours d'examen alors qu'elle doit être présentée aux députés ce 3 juin. Un retard qui suscite l'inquiétude, notamment auprès des acteurs de la société civile, qui réclament plus de temps pour analyser cette loi.
Et pour cause, ils estiment que l'utilisation de ces fonds dans la riposte contre le Covid-19 reste opaque. C'est un projet de loi essentiel. Nous voulons savoir d'abord à combien s'élèvent les fonds prévus pour la lutte contre le coronavirus et où vont aller les allocations. On est aujourd'hui dans un système de marché de gré à gré, donc il y a beaucoup plus de risques de corruption. Le vote au niveau de l'Assemblée nationale a toujours été assez rapide et donc pas forcément avec des débats de fond qui soulèvent le problème de l'opportunité des dépenses qui sont prévues par le gouvernement. Selon le rapport du Conseil des ministres tenu ce mercredi 27 février, la loi de finances rectificative 2020 se concentre sur plusieurs domaines essentiels. Parmi eux figurent notamment l'éducation, la santé, l'habitat, ou encore l'assainissement. Il y a une volonté de contrôle qui est légitime, comme l'accorde la Constitution, par rapport au Parlement qui vient pour contrôler le budget. Et il y a aussi, de l'autre côté, l'État qui a ce devoir de transparence pour pouvoir accorder sa confiance à tout potentiel investisseur et surtout dans la notation de Madagascar concernant la transparence de ses finances. Malgré ce retard accumulé par le gouvernement, la présidente de la Chambre basse, Christine Razana-Massoa, maintient la présentation puis l'adoption de ce projet de loi à l'Assemblée nationale à la date du 3 juin. Christine Razana-Massoa indique toutefois que certaines parties du texte ont déjà été validées par le gouvernement. Elles sont actuellement en cours d'examen au niveau de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, les tensions autour de la réhabilitation de la mosquée de Yorobodi dans le centre-est du pays se sont intensifiées ce samedi. Un conflit violent a éclaté dans le village après qu'un groupe de jeunes non identifiés se soit attaqué à l'édifice religieux dans la nuit du vendredi à samedi. Le vendredi même où une médiation avait eu lieu entre les deux camps opposant ceux qui veulent une reconstruction de la mosquée et ceux qui exigent une réhabilitation et l'agrandissement de cette dernière. Conflit qui a entraîné la mort d'un jeune habitant du village. Un couvre-feu nocturne de 20h à 6h du matin a, selon les autorités, depuis été instauré. Toujours en Côte d'Ivoire, en dépit de la crise sanitaire actuelle, le secteur agricole fait preuve de résilience. 300 milliards de francs CFA sur les 1700 milliards de francs CFA du plan de riposte contre le Covid-19 vont par ailleurs être alloués à l'agriculture, filière jouant un rôle important dans l'économie du pays. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. L'agriculture ivoirienne est résiliente malgré la crise du coronavirus. La pandémie affecte tous les secteurs de l'économie, mais les productions agricoles sont préservées. La crise sanitaire n'empêche pas le travail dans les plantations. L'agriculture représente 28% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire et 40% des exportations. Un effort est consenti pour préserver les revenus des producteurs, notamment de cacao. Les prix CAF au niveau international ont connu des chutes. Le président de la République a souhaité que le kilogramme de cacao soit payé à 825 francs. Il en est de même du café où au lieu de 493 francs par rapport aux calculs qui ont été faits, le président est allé au-delà et aujourd'hui le kilogramme de café est payé à 700 francs. De plus, le secteur agricole bénéficie de 300 milliards de francs CFA sur les 1700 milliards de francs CFA du plan de riposte économique et financier élaboré par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19. Sur les 1700 milliards, le secteur agricole à lui seul prend 300 milliards, dont 250 milliards pour les produits d'exportation et 50 milliards pour les produits vivriers et les produits maraîchers, avec bien sûr les ressources animales et halieutiques. En rappel, la Côte d'Ivoire est premier producteur et exportateur de cacao avec 2,1 millions de tonnes et de noix de cajou avec 634 641 tonnes en 2019. Le pays est également premier producteur de caoutchouc avec 780 000 tonnes, des performances peu affectées pour le moment par la crise sanitaire du coronavirus. Face à la recrudescence des cas de contamination de Covid-19, au Tchad, les organisations non gouvernementales sont mobilisées aux côtés des autorités, et notamment en milieu rural, où l'Agence de développement économique et social effectue des campagnes de sensibilisation et bien plus encore. Un reportage à notre correspondant N'Djamena Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo.
Au Tchad, le monde rural commence à enregistrer de plus en plus de cas de contamination de Covid-19. Une situation qui inquiète le gouvernement et son partenaire, l'Agence de développement économique et social, ADES. Déjà très actif auprès des couches vulnérables en milieu rural, les volontaires de la dite agence intensifient les sensibilisations pour éviter la propagation de la pandémie dans les milieux reculés du pays. Nous sommes organisés au niveau des zones reculées. Nous avons ce qu'on appelle des relais communautaires auprès de qui nous passons vraiment des messages, des spots pour qu'ils essayent également de sensibiliser les communautés. Et comme vous le savez, beaucoup de gens au départ ne croyaient pas à l'existence même de cette pandémie. Aujourd'hui, à travers nos relais communautaires qui viennent vraiment en aide au service déjà déconcentré de l'État pour pouvoir sensibiliser. Compte tenu de l'insuffisance du personnel soignant qualifié et le manque des infrastructures sanitaires d'accueil dans certaines localités reculées, le gouvernement tchadien et son partenaire ADES estiment que la meilleure façon de lutter contre cette pandémie en milieu rural demeure la prévention. Les relais communautaires sont mobilisés pour anticiper par la sensibilisation afin de casser la chaîne de transmission de la maladie. Également, le ministère de la Santé, le pouvoir public, à pouvoir identifier, à pouvoir cibler les couches les plus vulnérables. Et le troisième, naturellement, c'est l'aspect assistance. Qui dit assistance, c'est la distribution vraiment de l'aide humanitaire aux couches les plus vulnérables. Donc, à travers ces différentes stratégies, donc, nous venons vraiment en aide. À travers nos équipes sur le terrain, donc, nous avons également des médecins qui interviennent de manière vraiment active dans la réponse contre la Covid-19. Par ailleurs, l'Agence de développement économique et social estime qu'en dépit de la situation sanitaire difficile, il faut déjà penser à préparer le monde rural à la période post-Covid-19, notamment les comportements à adopter dans les endroits publics comme les marchés et les écoles. Dans la capitale congolaise, Kinshasa, toujours confinée, la vie tourne au ralenti. Toutes les activités sont impactées, bien que Gentilly Ngobila, le gouverneur de la ville, ait annoncé que l'épidémie serait sous contrôle. Et les propriétaires de salons de coiffure n'y échappent pas. Notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka, est allé à leur rencontre. Au coin de la rue Sandoa, Valérie a installé son petit salon de coiffure. Nous sommes dans la commune de Kassavubu. Il y a quelques semaines, le coiffeur n'avait pas assez d'espace pour recevoir tous les clients. Depuis l'annonce de la pandémie de Covid-19, cette petite unité de production qui assure la survie de ces jeunes et sa famille tourne au ralenti. Dans le passé, j'avais du mal à accueillir les clients faute d'espace, surtout les dimanches. La crise de la Covid-19 a tout changé. Aujourd'hui, je peux rester des heures sans en recevoir. Je travaillais avec mon jeune frère. Avec la crise, j'ai été obligé de lui demander de rester à la maison jusqu'à ce que la situation se normalise. Dans la capitale Kinshasa, la situation est pareille dans plusieurs salons de coiffure. Bélézi emploie 3 coiffeurs dans son salon. Il devrait les faire partir par manque de clientèle. Cependant, il a décidé de les garder avec espoir de voir passer rapidement cette crise. Les gens se coiffent souvent quand ils vont dans les églises, au travail, etc. Avec le confinement et les mesures restrictives prises par les autorités, beaucoup ne se donnent plus la peine de se coiffer. Et nous en payons le prix. Le souhait est qu'on puisse déconfiner la ville. Avec 69 personnes décédées sur 3049 cas confirmés dans l'ensemble du pays, la crise due à la Covid-19 affecte les secteurs informels qui assurent la survie de la majorité de la population. La commune de la Gombe étant le moteur de la capitale, beaucoup en appellent à son déconfinement total, une hypothèse en étude par les autorités de la capitale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.